principe. Parmi les questions sérieuses qui sont à l'examen, c'est la question du passage de la Ve République à une Sixième République à inventer. Parmi les candidats, il n'y en a que deux à gauche qui réclament cette autre République. La candidature des Insoumis et la candidature du Parti communiste français. À la page 6 du programme de Fabien Roussel, il y a l'annonce de la nécessité de mettre fin à la monarchie présidentielle qui existe depuis 1958, c'est-à-dire depuis 64 ans, à l'issue d'un complot militaire récupéré par De Gaulle. Mais si les élections sont une chose sérieuse, on a le sentiment parfois que ça se transforme en partie de guignol. On l'a vu aux États-Unis avec l'élection de Trump, puis les mésaventures de la fin de son règne, mais on le voit aussi en France pour ces élections, notamment de 2022, avec des événements qui surprennent par l'aspect folklorique et qu'ils présentent. Tous les candidats, bien sûr, font le don de leur personne à la France, comme disait le maréchal en 1940. Mais l'on voit apparaître, par exemple, Madame sortie du Parti radical, Madame Taubira, qui est sortie de nulle part, mais peut-être avec l'appui de quelques fédérations du Parti socialiste, s'impose comme une candidate de dernière heure. De dernière heure peut-être, mais pourquoi pas demain Hollande, pourquoi pas Sarkozy, qui pourrait reprendre du service dans les périodes qui viennent. Et les médias s'en donnent à cœur joie. Au lieu de parler du programme, des programmes, ils reprochent aux candidats de ne pas en parler, alors que ce sont eux qui n'en parlent jamais et qui s'occupent exclusivement des problèmes de casting, c'est-à-dire de la tête des candidats, de savoir s'ils portent bien une cravate, s'ils sont souriants, s'ils ne sont pas gentils avec les journalistes, s'ils sont agréables ou pas, et s'ils parlent bien ou pas. On transforme les élections présidentielles en grand festival de music-hall, comme s'il n'y avait pas d'autre problème que les aspects extérieurs des personnalités en compétition. Et puis il y a le faux contrôle des organismes comme le CSA, qui contrôle avec rigueur les dernières semaines de la campagne électorale, alors que les élections sont déterminées par le climat général qui pèse sur l'ensemble du système au fil des années, pas au fil des mois, au fil des années, et qui explique beaucoup les résultats qui sont obtenus en général dans presque tous les pays du monde, avec une place privilégiée pour les sortants, bien entendu. Donc, nulle part, les élections sont propres. Néanmoins, il est nécessaire d'en parler, il est nécessaire de prendre au sérieux ces élections, puisque c'est une des rares occasions où il est possible de se manifester médiatiquement, publiquement, avec une certaine équité devant les citoyens. Et il me paraît vital de parler davantage de cette Sixième République qui s'impose, parce que le système actuel est un obstacle majeur à toute tentative de changement radical de la vie politique et comme remède au discrédit qui frappe actuellement la vie publique. Rappelons en deux mots qu'en 1958, quand De Gaulle a proposé sa constitution rédigée par un petit comité d'experts aux Français, seul en tant qu'organisation, le Parti communiste français a dit non. C'est son honneur, c'est sa dignité, et il avait bien fait. Il a bien fait parce que cette Ve République s'est avérée malfaisante tout au long de son existence jusqu'à ce jour. Je voudrais lire en 2 minutes un tract qui a été distribué à Nice en 1958 en faveur du oui. Quelques lignes. Voter non, c'est vouer la France au sort tragique des démocraties dites populaires, écrasées sous la dictature des militaires soviétiques.
savez pourquoi on devait voter oui. Voter oui, c'est vouloir que l'Algérie et le Sahara, on en était encore là à l'époque, œuvre spécifiquement française, demeure terre française. Voilà quels étaient les grands partisans militants de cette Ve République, dont l'esprit est demeuré ensuite, avec évidemment l'actualisation qui s'imposait. Le caractère démocratique et populaire frappe tout le monde lorsqu'on entend donc ces partisans de la 5e de 58, qui étaient d'ailleurs très proches, on le sait très peu, du projet de la constitution du maréchal Pétain, qui n'a jamais vu le jour, qui a été rédigé à plusieurs reprises, mais qui a été publié en 1943. Elle n'a jamais entrée en vigueur, heureusement, mais elle est très proche de celle qui a été inspirée par le général de Gaulle, et elle ressemble aussi beaucoup à la constitution de Napoléon III, c'est-à-dire une double référence qui n'est pas très digne d'une république. De Gaulle dirait aujourd'hui, probablement, après 64 ans d'existence, que cette constitution est un vieux machin, comme il traitait l'ONU à l'époque, qui était pourtant plus jeune. L'essentiel du pouvoir politique de cette Ve République, c'est en fait les pouvoirs concentrés entre les mains du chef de l'État, en rupture totale avec la tradition républicaine française. Cela va de pair, évidemment, avec l'extrême limitation des pouvoirs du Parlement, d'où le qualificatif que Fabien Roussel a donné à ce régime, une monarchie présidentielle, une monarchie pseudo-républicaine. Et je crois que les 15 dernières années de cette Ve République ont été peut-être les pires, avec 5 ans d'une droite vulgaire, grossière, profondément réactionnaire, celle de Sarkozy, dont le secrétaire général à la présidence est actuellement en prison, M. Guéant passe ses nuits aujourd'hui à la santé. 5 ans de fausse gauche, et la fausse gauche c'est terrible parce que c'est ce qui explique largement le discrédit de toute la gauche aujourd'hui dans l'opinion française. Je crois que le mal qui a été fait par cette social-démocratie molle que représente le régime hollandais a été catastrophique, au point d'ailleurs d'avoir semé le PS aujourd'hui, semé dans le PS les graines de la mort, et sans pour autant qu'il y ait eu la moindre autocritique de ce parti sur cette présidence de 5 ans, qui a coûté très cher à la gauche française. Et puis il y a eu 5 ans d'un manipulateur professionnel, Macron, un brillant manipulateur, qui a créé dans la société française une confusion comme il y en a rarement eu. Toute la société ayant été fragmentée, chaque individu étant fragmenté lui-même en courants de pensée variés et contradictoires, tout cela combiné avec la poursuite d'une politique patronale identique et une politique de destruction des services publics comme on en a rarement vu. Il n'est qu'à voir aujourd'hui la situation de l'hôpital public, notamment de l'éducation nationale entre autres, et de bien d'autres secteurs. On peut reprocher à cette Ve République, d'abord et avant tout, cette personnalisation généralisée de la vie politique, comme si nous étions sur l'avant-scène du Lido, où les vedettes se succèdent les unes aux autres, parce que cette personnalisation au niveau de l'Élysée a été contagieuse dans tous les secteurs de la vie publique, dans tous les secteurs de la vie. Et ça s'est combiné avec le goût du vedettariat qui est entretenu dans le domaine du sport, dans le domaine des arts, dans le domaine de la littérature. Dans tous les domaines, on cultive les vedettes. Et la présidence de la République s'est inscrite dans ce jeu où la personne exceptionnelle, où les oraux dominent la société au détriment de la masse des citoyens. Avec pour résultat l'essentiel sans doute du phénomène politique actuel, l'abstentionnisme. L'abstentionnisme qui atteint particulièrement les couches les plus jeunes, 87% des plus jeunes ne votent pas, et qui atteint néanmoins les catégories les plus actives, qui devraient être les plus actives dans la société.
Je pense que c'est une réplique qui n'est pas une réplique liée à un désintérêt à l'égard de la chose publique, mais c'est une réplique à un certain dégoût d'une vie publique dans laquelle ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent rien faire face à ces mastodontes qu'on leur impose et qui tous les jours sont médiatisés, plus qu'il n'en faut. Mais néanmoins, cette Ve République est parfaitement adaptée au système socio-économique qui existe. Il est très adapté, c'est pourquoi il dure. Il est beaucoup plus facile, comme pour les institutions européennes, aux lobbies et aux grands intérêts économiques et financiers de peser sur un petit noyau d'individus que sur des grandes forces et groupes parlementaires des assemblées de toute nature. La Sixième République, donc, qui est une nécessité, c'est le besoin de mettre en place de nouvelles règles du jeu politique pour remobiliser les citoyens et pour donner à la citoyenneté de chacun un minimum de place, en espérant un maximum, que ce soit dans la vie publique, que ce soit dans son travail. On ne peut pas se satisfaire de faire des citoyens des arbitres entre des chefs, des candidats chefs désignés par les élites, des élites qui sont en fait des héritiers. Et pour que cette abstention recule, il faut fonder la démocratie. Et j'avoue que je suis souvent en désaccord, y compris dans notre journal, l'Humanité, lorsque l'on parle de restaurer le pouvoir des citoyens, refonder la démocratie. Je crois que jamais la démocratie n'a existé à ce jour. Nulle part, dans aucun pays du monde. Il y a eu des acquis démocratiques dans beaucoup d'endroits, grâce à des luttes sociales vives partout, mais jamais on n'a pu fonder une véritable démocratie. On n'en est pas encore là. L'histoire n'en est pas là. C'est une création que l'avenir doit réaliser, mais peut-être. Mais il n'est pas question simplement d'améliorer, de redonner des pouvoirs aux citoyens. Il s'agit de fonder un nouveau produit politique qui s'appellerait la démocratie, qui n'est pas un produit fini et qui ne peut être qu'une création continue. On ne peut pas imaginer un paquet de cadeaux qui un jour s'appellera démocratie et qui tombera ou du ciel ou de l'action. Il y aura une nécessaire adaptation permanente à la vie économique, à la vie sociale, aux sciences, aux besoins des citoyens qui s'inventeront, exactement comme on le voit aujourd'hui avec les droits de l'homme. Comment imaginer qu'on en reste aux droits de l'homme tels qu'on les a élaborés en 1789, avec aujourd'hui ce que l'on sait sur l'unité du monde vivant, par exemple, sur les problèmes climatiques qui résultent de ces perturbations liées aux pollutions diverses. Comment peut-on imaginer que l'on ne puisse pas nécessairement intégrer dans les droits de l'homme et dans les déclarations des droits de l'homme les droits du monde vivant tout entier, y compris de l'animal. Même chose pour les droits des femmes. Les droits des femmes, on aurait pu les inventer, les mettre sur pied depuis des millénaires. Et puisque maintenant ils commencent à s'imposer grâce à leur propre lutte, comment ne pas les intégrer dans des textes constitutionnels qui garantiraient leur stabilité et leur développement? Donc il ne s'agirait pas de fabriquer un nouveau produit tout prêt, définitif, mais au contraire d'avancer sur la voie démocratique avec évidemment 3 priorités, me semble-t-il. Première priorité absolue, il faut liquider cette présidence de la République qui est toute puissante aujourd'hui, avec tout ce qui l'accompagne. Regardez ces problèmes de parrainage, les problèmes de financement. Comment imaginer l'égalité entre des candidats, des petits partis, comme on dit, et des grands partis de gouvernement, sans parler du sortant, qui a tous les moyens à sa disposition, et depuis au moins 1 an déjà est en campagne électorale, alors que les autres commencent à peine, avec des moyens limités et avec des risques financiers très grands qui pourraient mettre en cause l'existence de leur organisation. Avec cette élimination du second tour, qui n'a aucun sens, pourquoi éliminer des candidats qui n'auraient pas obtenu au premier tour un quota fixé arbitrairement? Comment réaliser le contrôle des médias réellement?
alors que toute l'année, il mouline en faveur de certains contre d'autres. Comment imaginer que seuls des petits états-majors restreints désignent les candidats? Il y a d'autres choses possibles, concevables, et on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, on a le sentiment, je le pense profondément, que l'élection présidentielle, telle qu'elle est organisée, est un vaste cirque producteur de sous-citoyens à la recherche de leur vedette dans des fan clubs qui soutiennent aveuglément leurs candidats, quelles que soient les positions et les attitudes qu'ils adoptent ici ou là. Deuxième priorité absolue, donner au Parlement de vrais pouvoirs, par-delà tous ceux qu'ils ont obtenus sous la 4e République ou sous la 3e République française, par exemple. Il faut qu'elle soit bien élue, et pour être bien élue, il faut que les abstentionnistes se réduisent au maximum. Pour cela, il faut plusieurs conditions. Par exemple, un droit de vote à 16 ans. Aujourd'hui, c'est la majorité pénale. Pourquoi donc pas une majorité citoyenne? Avec un mode de scrutin représentatif, efficace, la représentation proportionnelle. Et quand on dit que c'est la source de l'instabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les élections seraient un outil pour éviter que la réalité sociale, la réalité politique s'impose. Il faut inventer un système qui dissimule la réalité. Puisqu'on ne peut pas casser la réalité, alors on va casser le miroir qui la représente. C'est effarant d'imaginer que ça puisse être défendu comme une thèse en faveur du système majoritaire. Il faut que l'on puisse révoquer les élus qui n'ont pas respecté le mandat qu'ils avaient adopté devant les électeurs. Il faut multiplier les commissions d'enquête, comme aux États-Unis. Les États-Unis, sur ce terrain, sont très en avance. Et je crois que c'est très positif de multiplier les commissions d'enquête parlementaires qui assureraient plus de transparence à la vie sociale. Par exemple, avec les événements qui touchent les EHPAD, si les commissions d'enquête parlementaires avaient lieu fréquemment, avec une composition proportionnelle aux groupes politiques, je pense que les événements des EHPAD ne se seraient pas produits et que beaucoup de choses seraient mieux traitées. Troisième priorité, inventer progressivement, glisser à l'intérieur de ce régime des éléments de démocratie directe. Je crois qu'on doit aux Gilets jaunes et à leur mouvement l'idée que la prise en main directe des affaires qui concernent la population doit pouvoir se faire. Le RIC qui a été proposé est une initiative intéressante. Multiplier les possibilités de référendum sans fabriquer des usines à gaz qui rendent très difficile la réalisation de ces référendums, parce qu'il en existe un déjà, mais dans la loi française d'actuelle, mais elle est tellement lourde à manipuler et à mettre en œuvre qu'elle est inutilisable. Donc des référendums nationaux, locaux, régionaux, qui permettraient d'associer les citoyens aux questions qui les préoccupent. Pensez qu'aujourd'hui, même la guerre échappe aux citoyens. Quand une armée, si l'armée française intervient quelque part, comme c'est le cas aujourd'hui en Afrique, personne n'est concerné, si ce n'est le petit noyau dur du pouvoir central, présidence, des ministres de la Défense, etc., quelques petits individus qui décident de la vie et de la mort et de l'intervention armée dans tel ou tel pays. Pourquoi pas demain la guerre avec la Russie à propos de l'Ukraine, question mystérieuse dont on connaîtra le fond des choses dans quelque temps, qui permet surtout de régler ici et là des problèmes internes plus que des problèmes externes. Mais imaginons une guerre décidée comme ça par un coup de poker d'une force très concentrée. Il faut imaginer aussi que le tirage au sort est peut-être une technique utilisée dans l'Antiquité qui puisse, dans certaines situations, servir efficacement les intérêts de la population. On l'a vu avec l'Assemblée des simples citoyens qui ont été tirés au sort pour s'occuper des problèmes d'environnement, des problèmes de lutte contre les pollutions, etc., qui ont beaucoup travaillé, qui ont apporté quelque chose, même si, bien entendu, on a guère tenu compte au niveau du sommet de l'État
de leurs conclusions. Plus personne ne sait ce qu'est devenu le bilan de cette assemblée. Il faut aussi sans doute donner aux élus un véritable statut avec quelques moyens matériels pour qu'ils puissent se manifester. Je me souviens, lorsque j'étais conseiller général, j'étais dépourvu de toute possibilité, puisque je n'avais aucun budget à mon compte. Je pense que la possibilité pour chaque élu d'avoir l'occasion de manifester symboliquement au moins des intentions concrètes par des réalisations concrètes serait une bonne chose pour apprécier ce qu'est véritablement l'engagement d'un candidat. Et partout, à tous les niveaux, les assemblées locales devraient fonctionner dans cet esprit conjuguant système représentatif et démocratie directe. Enfin, je pense qu'il faut parvenir à intégrer dans la Constitution toute une série d'exigences qui conduiraient une société vers plus de démocratie. On ne peut pas se contenter, je pense, de confier à des instances, des organismes, quels qu'ils soient, la gestion de tous les problèmes, sans qu'ils aient à leur disposition une sorte de guide. Ce guide, on peut le répartir dans une déclaration nouvelle des droits de l'homme. On peut poser des dispositions particulières à l'intérieur de la Constitution. Et je vais vous en énumérer quelques-uns de ces principes fondamentaux. Droit du monde vivant. Je pense que c'est vraiment la découverte du moment. On ne peut plus se passer du respect qui s'impose à tout ce qui est vivant sur cette planète, au risque de détruire la totalité de cette planète, puisque tout se tient, depuis le plus petit insecte jusqu'à l'être humain. Les droits de la femme. On commence à oxygéner ce secteur. Il faut déjà fixer les acquis pour pouvoir avancer davantage dans cette direction. Problème des nationalisations. Il est clair que les nationalisations ne sont pas l'étatisation. On a fait l'expérience. On a vu les difficultés à surmonter le pouvoir étatique à l'intérieur de l'entreprise. Mais il faut avoir un outil pour changer le mode de production, c'est capital. Donc il faut à la fois poser le principe des nationalisations, du retour à la nation des biens qui lui permettent de se développer, mais aussi en même temps inventer des modes de gestion, donc en s'inspirant peut-être de l'économie solidaire et notamment de l'autogestion. Autre principe fondamental qu'on doit trouver dans la Constitution, un statut clair des médias, de tous les médias. Sur le modèle du CNR, qui a posé les principes contre l'argent, contre le pouvoir, essayer de donner à la presse écrite, à la presse audiovisuelle, à tous les réseaux sociaux, un statut leur permettant de conjuguer responsabilité et liberté. Un cinquième principe doit se trouver dans la Constitution avec quelques amorces de réponse, la place du travail. La place du travail par rapport à tous les autres facteurs de production, comment le travail doit être organisé dans l'entreprise, comment le travail doit être respecté dans la société, alors qu'aujourd'hui il est méprisé, il est exploité, il est brimé comme c'est le cas depuis si longtemps dans l'histoire. Il faut aussi une fiscalité progressive dont les principes fondamentaux doivent être établis dans la Constitution. Et notamment, bien sûr, prévoir que l'évasion fiscale est un crime de première importance. Il faut stabiliser les services publics, garantir leur survie et leur développement. Il faut une justice indépendante. Et je ne vois pas grand-chose dans les projets constitutionnels à ce propos, parce que la justice indépendante, ce n'est pas seulement l'ingérence du pouvoir politique dans le fonctionnement de la justice, ça concerne la formation des magistrats, le mode de recrutement des magistrats, leur promotion, parce que plein de magistrats sont prêts à être indépendants, sauf s'ils y jouent leur carrière. Ils ont tout à attendre aussi du pouvoir, pas seulement tout à craindre.
l'indépendance du parquet depuis le temps qu'on court derrière. Souvenez-vous que notre ministre actuel a promis qu'il s'intéresserait à l'indépendance du parquet. Nous allons voir ce qu'il en est. Je crois que c'est déjà vu. La laïcité. La laïcité. Avec simplement la reprise de la loi de 1905, appliquée jusqu'au bout, y compris dans les départements de France où ça ne fonctionne pas, y compris aussi contre ceux qui pensent que la laïcité n'a qu'un ennemi, la religion minoritaire, les religions minoritaires, comme ça a toujours été le cas dans toutes les sociétés du monde. Les Juifs ont payé leur tribut pendant tout l'Ancien Régime, et pour une part sous la Troisième République et sous Vichy évidemment. Les protestants ont payé leur tribut pendant une longue période. Aujourd'hui, c'est au tour des musulmans, à qui le tour demain ou après-demain, selon les minorités qui viendront s'installer en France ou qui se rallieront à telle ou telle autre religion que nous ne connaissons pas encore. En finir avec ces discriminations barbares d'un autre temps qui assimilent toujours les dieux des autres au diable, ce qui n'est guère nouveau dans notre histoire de l'humanité. Garantir enfin la sécurité sociale, qui est l'événement le plus extraordinaire que la France ait connu pour modifier la situation sociale. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de Français assimilent la sécurité sociale à une sorte de vague système d'assurance, une banalité, alors que, à défaut de sécurité sociale, quantité de gens, comme aux États-Unis par exemple, ne seraient plus de ce monde. En fait, il s'agit, pour fonder une démocratie, de séparer, et quelle entreprise, l'argent et le pouvoir. Aussi longtemps que l'argent et le pouvoir seront confondus, il sera impossible, il est inconcevable qu'il puisse exister des éléments de démocratie. La Sixième République, donc, il faut l'inventer. Le programme de Fabien Roussel est bref. Le programme des Insoumis est pas encore très défini. Mais je crois que ce n'est pas grave, parce que l'essentiel, c'est qu'il faut s'en remettre aux citoyens pour précisément l'inventer pas à pas, selon une procédure qui est celle que l'on peut imaginer facilement, celle qu'a suivi le général de Gaulle en 1958. Le général de Gaulle a violé la Constitution en 1958. Mais les gaullistes auraient beaucoup de difficultés, et la droite en général, de nous reprocher une procédure qui a été ratifiée par le général de Gaulle lui-même sans qu'il y ait de contestation de quelque nature que ce soit. Cette Sixième République doit être une œuvre collective, inventée, sans modèle parce qu'il n'y en a pas, sans idole, car elle est toujours provisoire. Il faut savoir que l'Assemblée constituante qui fabriquera ce projet constitutionnel ne sera que valable un certain temps et devra être révisé périodiquement. C'est pas impensable puisque, regardez, lors de la Révolution française, la Grande Révolution, tout a été inventé. À la veille, ou presque, de l'exécution de Louis XVI, personne ou presque imaginait la possibilité d'un État sans roi. Ça faisait 1000 ans que le pouvoir royal était en place. Comment pouvoir concevoir facilement qu'une société pouvait fonctionner sans pouvoir royal? On ne le concevait pas. Et sans doute d'ailleurs, la brutalité et la violence qui s'est imposée à cette époque-là faisait partie des nécessités. Couper la tête du roi, c'était mettre en cause définitivement le principe de cette inviolabilité du pouvoir royal qui durait depuis si longtemps. On a inventé les assemblées. Il y avait bien les États généraux, mais c'était vraiment très secondaire. On a inventé des assemblées qui se voulaient représentatives. On a inventé des élections. On a inventé 1000 principes nouveaux
il faut maintenant inventer de nouveaux principes pour la révolution citoyenne qui un jour ou l'autre devra s'imposer. Je voudrais donner un avis subjectif maintenant sur le schéma de changement que je constate moi dans les différents pays où il se produit de profondes modifications. Les élections seules ne semblent jamais avoir permis de révolution structurelle profonde. Les mouvements de masse seuls semblent finir par évoluer vers des régimes autoritaires dont certains s'emparent en détriment de toute légitimité. Je crois que ce qui me paraît clair, c'est qu'il faut une conjugaison d'un mouvement de masse, ça veut dire des millions de Français dans la rue, pour protester, pour proposer, pour imposer, pour s'imposer, et puis les élections de ratification de ce que demandent ces millions de Français. Évidemment, quand il y a 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes dans une ville, ce n'est pas ça un mouvement de masse. Quand il y a 10 000 personnes, ce n'est pas ça un mouvement de masse. On peut donner certains exemples. La fille du dictateur sud-coréen, Park Chung-hee, qui était au pouvoir à la présidence de Séoul, a été balayée par un mouvement qui a rassemblé des millions et des millions de Sud-Coréens. Elle a été obligée de se retirer, elle est aujourd'hui en prison. Et ce mouvement de masse, massif, dont on a très peu parlé en Occident, s'est concrétisé ensuite par des élections présidentielles qui ont mis en place une présidence plus apte à la négociation avec le Nord, plus indépendante à l'égard des États-Unis, et qui a provoqué un certain nombre de mutations en Corée du Sud. Si ce n'est pas un hasard, à mon avis, si l'on est silencieux sur ces expériences, parce que précisément elles donneraient éventuellement de mauvaises idées aux Français. Je terminerai en citant Robespierre, parce que je suis un peu comme Jaurès dans l'histoire de la Révolution française. J'aime bien m'asseoir à ses côtés dans de nombreuses occasions. Robespierre disait « L'art de gouverner n'a été que l'art de dépouiller le plus grand nombre au profit du petit nombre, y compris, je crois, dans les pseudo-démocraties. » Il a dit aussi « L'aristocratie est l'État où une partie des citoyens est souveraine et le reste est sujet. Et quelle aristocratie, la plus insupportable de toutes, poursuit Robespierre, celle des riches. » Je crois que ce que dit Robespierre il y a quelques décennies est toujours valide. L'histoire ne finit jamais, l'histoire continue. Mais elle a besoin d'imagination. Heureusement, elle a plus d'imagination que nous en général. Merci Robert. Daniel, tu animes ? Alors, merci Robert pour cette intervention qui pose beaucoup de problèmes et qui nous faisait réagir parce qu'elle résonne avec les conférences précédentes, bien entendu. Ça va de soi. J'ai envie de formuler une première réaction. C'est quand tu dis que il faut que tout tourne autour de l'idée de séparer le pouvoir de l'argent. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que après la loi de séparation de 1905, qui est séparation des églises et de l'État, il faudrait imaginer une autre loi de séparation des pouvoirs économiques et financiers et de l'État? Certainement, on peut penser que c'est une nouvelle forme de laïcité. Elle est encore plus complexe à mettre en œuvre que celle de 1905, mais je crois que c'est effectivement cela. Comment faire que l'argent ne pèse pas de manière déterminante dans la vie des sociétés? Mais ça ne me paraît pas plus difficile que à parvenir, après presque 2 millénaires de christianisme s'imposant dans tous les domaines des sociétés, à côté du pouvoir royal,
de l'éloigner du pouvoir. On se souvient qu'il a fallu qu'envoyer souvent la troupe pour mettre en œuvre la loi de 1905. On l'oublie aujourd'hui comme si c'était une sorte de promenade entre le curé et le citoyen de base, et sans culotte. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé très brutalement, très violemment, et les débats à la Chambre des députés étaient terribles. Je crois que le problème de la séparation avec l'argent est encore plus terrible, puisque l'argent est partout et qu'on est tous fabriqués avec cet esprit de rentabilité, par exemple. Et quand on pose un problème, on dit oui, mais ça va coûter trop cher, on n'a pas l'argent, on n'a pas la rentabilité. Les journalistes sont spécialistes pour ça. Dès qu'il y a une revendication, dès qu'il y a une proposition de réforme, la question c'est mais avec quel argent on peut faire ça? Il n'y a jamais d'argent. Pourtant, de l'argent, il semble que ça circule à travers la planète. Quand on voit simplement le montant, le chiffre d'affaires de tous les trafics, on s'aperçoit qu'il y a des possibilités de récupération. Il y a l'évasion fiscale, mais il y a le trafic des armes, le trafic de la drogue, le trafic de la prostitution. Rien que les sanctions, l'élimination de ces trafics donnent des moyens énormes pour fonctionner. Mais comment imposer à ceux qui ont les moyens de se retirer, de perdre leurs moyens? Je crois qu'il faudra des combats et de multiples combats pour y parvenir. Et rien n'est joué d'avance. On ne peut pas dire que l'histoire a une fin certaine. On y a cru. On a cru qu'il y avait une sorte de logique qui devait déboucher tôt ou tard sur une issue communiste. Je ne suis pas sûr, pour ma part, que l'issue soit concevable, soit possible. Mais s'il n'y a pas cela, comme dit Badiou, alors rien n'est agi, il n'y a plus rien à faire. Si l'hypothèse communiste n'est pas réaliste, alors il n'y a plus rien à faire. Donc ça, c'est une très grande idée fondamentale. Elle nous engage tous, là. On n'est pas sûr d'atteindre l'objectif, mais si cet objectif est inatteignable, on va se coucher. Pourquoi pas? Mais je pense qu'il faudrait insister sur cette idée. C'est décisif, c'est déterminant. Et ça fait aussi que toutes nos petites querelles internes ou externes sont très secondaires par rapport à l'enjeu. Si tu le permets, je te propose une deuxième réflexion. Quand tu dis il faut articuler des mouvements de masse et des mouvements au sommet. En ce qui concerne les mouvements de masse, ce que l'on observe, ce que l'on a sous les yeux aujourd'hui n'est pas très joyeux. On ne voit vraiment pas comment les gens pourraient, à un moment donné, un jour, se mettre en mouvement. Même si je reconnais bien volontiers, on le sait bien, certains d'entre nous l'ont vécu, même si on sait bien que juste avant 68, la France s'ennuyait. Hein? Viançon-Poncet intitulé un de ses éditoriaux « La France s'ennuie » en avril ou en mai, ou en mars 68. Bon, bien sûr. Et même si aussi la révolution de 1789, ça a quand même été une accélération inexorable pendant un an et demi, avant août 89, j'entends, ce qui semblait hors d'atteinte, Condorcet l'a dit, du jour au lendemain, c'est devenu une réalité. Bien sûr, il y a ça, et qui nous conduit quand même à ne pas désespérer, bien sûr.
Mais la société que nous avons sous les yeux aujourd'hui n'est pas très rassurante quand même. Oui, mais moi je crois effectivement, là, il faut rappeler les événements de 68. Je quittais la fac le soir, j'ai traversé Tunis d'est en ouest, et partout il y avait des drapeaux rouges, la gare était fermée, drapeaux rouges, sur l'avenue Jean Médecin, qui s'appelait pas encore comme ça, il y avait la maison de l'Europe, et le drapeau avait déjà changé, c'était plus le drapeau bleu, c'était un drapeau rouge avec des étoiles. Tout à l'heure, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée? Il y avait une sorte de mobilisation qui commençait, qui était générale. Dans tous les secteurs, et puis inattendu, il y avait des rapports de force qui s'étaient inversés. À partir de là, quand on se souvient qu'à Nanterre, il y avait quelques étudiants qui ont démarré la bagarre dans l'anarchie la plus complète, avec notre ami Cohn-Bendit d'ailleurs, et que quelques semaines plus tard, toute la France était embrasée, je pense qu'il est difficile de faire de la prévision politique en la matière. Je crois que la prévision politique, c'est comme les sondages. Si on étudie le montage des sondages, la façon dont ils sont dépouillés, les résultats que l'on donne sans jamais qu'on connaisse la question qui a été posée, etc. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Selon la question, si on me dit par exemple, est-ce que vous pensez que Macron va être élu? Je peux répondre oui, et si on calcule le oui comme une confirmation de l'élection de Macron, c'est autre chose que si on me demande est-ce que vous souhaitez que Macron soit élu? C'est pas la même question et la réponse peut être la même. Donc il faut, on ne sait pas trop, moi, je pense. Faire de la prévision en matière politique, je crois que c'est une science, la science politique, elle est très primitive et très sommaire. Elle ne travaille pas encore, elle n'est pas diffusée de telle manière qu'on puisse vraiment se servir de l'outil. Je pense que... Et puis, il y a une autre question peut-être qui se pose, c'est que il y a des événements qui peuvent se produire ailleurs. Nous, on a donné l'exemple en France au XVIIIe siècle. On a continué avec le XIXe. Et ça a touché beaucoup de pays dans le monde. Qui nous dit aujourd'hui qu'en Asie ou en Afrique, dans le Maghreb, ou bien ailleurs, il va se produire des événements tels qu'ils vont susciter pour une fois un intérêt et réveiller l'imaginaire pour nous-mêmes. Exactement comme ça s'est produit pour le cas français ou pour la Révolution américaine. Donc je pense que faire de la prévision, c'est faire de la bataille de retardement. C'est pas un jeu dangereux, je veux dire, il n'y a aucune raison que ça change. Ça permet d'encourager les banquiers, mais je ne crois pas que ce soit réaliste. Comment faire avec la peste tendancielle du taux de profit? On arrive maintenant à une finance internationale énorme. Comment faire face à ce système qui est tout puissant? Parce qu'en fait, quand on voit Macron, ce qu'il vient de faire, on a annoncé ce matin qu'il allait ouvrir une usine à Dunkerque pour fabriquer tout ça. Il y a un grand groupe international derrière, et le président de la République est un très bon commercial. Il a d'ailleurs changé le titre de l'ENA, il a changé le style de l'ENA, c'est devenu une business school. Je sais pas, on en est là. Mais en même temps, comment faire face à ça? Parce que, y compris la Chine, qui a quand même une majorité en dollars, me semble-t-il, actuellement, comment, une fois qu'on a réussi quelque chose, comment faire avec ses finances quand on est pauvre? Je pense que quand la population française était face à l'aristocratie, à la noblesse, qui avait tout à l'époque, l'argent, les armes, la situation était la même d'une certaine façon, elle était moins technique, mais elle était quand même identique. Qu'est-ce qu'avait le paysan français? Qu'est-ce qu'avait le sans-culotte français à Paris face à l'aristocratie, à la noblesse française? Rien. Tu l'as dit, on a tout inventé. On a tout inventé. Moi, je ne pense pas que la technique soit un vrai problème. Je crois que c'est juste de dire, la dette, par exemple, que l'on a, personne ne la paiera jamais. Je
crois que c'est tout à fait clair. Elle est virtuelle. La dette actuelle, on ne la paiera jamais. Personne ne la paiera. Regardez comment l'État est en train de se renflouer par la TVA. C'est tout simple, il n'y a pas besoin de sortir de l'État. Hein. En vendant et en développant la vie économique normale, ordinaire, en faisant de l'inflation, la TVA va augmenter, les ressources vont revenir. Et on pourra très bien se passer de tout autre remboursement. Hein. Il y aura de l'argent dans les caisses, hein, de toute façon. Moi, je crois qu'il faut effectivement que des techniciens travaillent sur ces questions-là, qu'il n'y ait pas de surprise, mais je pense que ce n'est pas ça les vrais obstacles. Les obstacles, ils sont là, comme toujours. De même qu'on croit que ce sont les techniques qui vont régler les problèmes, ce qui n'a jamais été vrai. Il y a toujours eu des problèmes techniques extraordinaires. Ça n'a jamais rien changé au rapport entre les hommes. Rien, au contraire. On a réglé certains, et puis ça a aggravé et créé d'autres. De même, la technique n'est pas un obstacle politique, c'est un élément à prendre en compte. Mais je ne crois pas que ce soit déterminant. Mais je peux me tromper, mais je ne crois pas. Tu dis la plupart des grands obstacles sont dans la tête des gens. Y compris les nôtres. Y compris chez nous. Y compris chez nous. Et justement, ça m'amène à la question de l'éducation. Toutes les questions que tu poses, ça suppose quand même des gens critiques, éveillés, interrogatifs, et on a le sentiment que l'école d'aujourd'hui ne favorise pas ça. Ça, c'est sûr. Donc ça, sûrement que la démocratie, ça implique aussi un grand chantier éducatif. Notre école, c'est sûr. Notre école. Ça, c'est absolument certain. Et je regrette, moi, souvent, que dans nos programmes, par exemple, politiques, on ne parle que des moyens. Alors que, par exemple, que ce soit les programmes et la pédagogie, ça mériterait des bouleversements profonds. Je pense à ce que je connais à l'enseignement supérieur, mais je crois que c'est à tous les niveaux. Les programmes sont à revoir totalement. La pédagogie, totalement. Et jamais on parle de cela. Enfin, du moins au niveau de l'ensemble des militants. Je crois que ça mériterait davantage. Et ça intéresserait, je crois, beaucoup de gens qui ne s'y sont jamais attaqués. Notamment chez les jeunes enseignants. Je me souviens moi, des relations amicales qu'avait Varel avec Freinet. Et puis ça s'est stoppé un jour ou l'autre, sur décision que Varel a suivi. Technocratique, oui, bien sûr. Il y en a qui veulent poser des questions. Est-ce que parmi les personnes qui sont connectées, il y a une question ou des questions? Je vois sur l'écran Hervé, oui. B6, Non, Catherine Oui. Fanari, Jean et Lydia, Christophe. À vous. Mais, Catherine demande oui, la parole. si je peux peut-être un peu... Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, voilà. Bon, moi je suis une institutrice, comme on disait avant, après professeur des écoles à la retraite. Au niveau de l'école, je crois qu'il y a eu, enfin j'ai vu en tout cas tout au long de ma carrière, une volonté d'action pour dénoncer ce que l'on pensait ne pas être les réformes adéquates. Et j'ai eu l'impression au fil des années que cette volonté s'est un peu estompée et même aujourd'hui est très difficile à remettre en place et à remettre en mouvement surtout pour arriver à dénoncer justement ce que l'on est en train de faire à l'école. Il y a eu à chaque fois qu'on a eu un ministre de l'Éducation, on a eu une nouvelle réforme.
évidemment avec des moyens qui ne suivaient pas la plupart du temps. Il y a eu de bonnes choses malgré tout, mais je crois qu'aujourd'hui, l'école, elle est accablée par tous les problèmes de la société. Et aujourd'hui, l'école, je parle au niveau des élèves, mais je parle aussi au niveau des enseignants. Et on est actuellement, on a l'impression actuellement d'être devant un mur. D'ailleurs, on se demande de quelle manière on va pouvoir percer ce mur. Et c'est vrai, comme le disait Robert Charvin tout à l'heure, il y a un peu un désespoir dans la lutte. Je me souviens de luttes, pour me parler donc de l'éducation nationale, qui finissaient malgré tout à quelques aboutissements, on va dire, de nos revendications. Aujourd'hui, on a l'impression que on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, on a ce mur, et le capitalisme, je crois, à cette, comment dire, il est quand même, à mon avis, il est quand même en difficulté, mais il concentre en lui tout ce qu'il peut concentrer pour comment dire, accentuer une lutte idéologique et qui arrive finalement à une aliénation totale de tous les travailleurs, les enseignants, mais de tous les travailleurs. Parce que je crois que comment dire, la force de travail, eh bien, il faut que ce soit une marchandise, quelle qu'elle soit. Et enfin, moi, étant militante syndicale et puis politique au Parti communiste, on a beaucoup de mal à voir réagir les gens avec lesquels on a des contacts, quel que soit leur niveau. C'est-à-dire, ça peut être un OS, ça peut être un ingénieur. On a l'impression d'avoir actuellement une société qui effectivement est désabusée et ne voit pas, parce qu'on n'arrive plus à voir de perspective. Alors, comment arriver à remettre, on va dire, disons, de l'espoir, parce qu'il s'agit d'espoir, il s'agit d'utopie, parce que l'utopie, c'est un peu ce qui nous fait avancer. Mais comment arriver à cette reprise de conscience, je dirais, pour arriver à une nouvelle réaction? Tout à l'heure, on disait, Robert Charvin disait, il faut de véritables mouvements de masse. Mais on s'aperçoit que même si on arrive à avoir des mouvements de masse qui sont certainement insuffisants, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de résultat, on va dire, au niveau des revendications. Alors qu'il y a quelques années encore en arrière, on arrivait encore à décrocher, j'ai envie de dire, des batailles. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'arrive plus à décrocher quoi que ce soit des batailles. Il y a je ne sais pas comment dire, mais il y a une telle emprise de l'argent, il y a une telle emprise aujourd'hui, ils achètent les médias, ils achètent tout ce qu'ils peuvent, et comment arrêter ce fléau? Voilà. Je crois qu'aggraver la situation matérielle, par exemple dans les services publics, à un point maximal, c'est une façon de détourner, d'empêcher toute réflexion sur autre chose. S'il y a une misère profonde des services publics, par exemple, comment faire pour penser à une amélioration qualitative, puisqu'on en est à sauver les meubles? Je pense que c'est une stratégie qui marche très bien. Si l'hôpital est en panique, personne ne va commencer à travailler pour améliorer le service, puisque le service est en train de mourir dans ce qu'on n'a pas une désagrégation du personnel, la fuite des gens, etc. Donc c'est une stratégie qui permet effectivement d'avancer encore. Je crois que le capitalisme n'est pas du tout stupide. Je
crois que ça, on a parfois pris ceux d'en face pour des imbéciles. Je crois que c'est toujours une grave erreur de prendre l'adversaire pour des imbéciles. Ils sont loin d'être des imbéciles. Je me suis fait un jour engueuler par des amis de la Palestine parce que je leur avais dit les Israéliens sont très intelligents. Ils sont très intelligents dans leur lutte contre les Palestiniens. Et ça marche. Même chose ceux d'en face. Je pense qu'on ne travaille pas suffisamment à comprendre leur stratégie. On travaille rarement sur la stratégie de ceux d'en face. On les dénonce, on décrit la situation des gens qui en souffrent, mais on ne travaille pas sur leur stratégie. Par exemple, moi je donne rendez-vous à propos de la question internationale, de la question de l'Ukraine. Je donne rendez-vous dans 2-3 mois, où nous verrons plus clair. Qu'est-ce qui s'est passé pour que subitement on sorte cette affaire et qu'elle occupe le terrain comme si demain la guerre pouvait se déclencher comme ça, à l'échelle planétaire. Je pense qu'on n'est pas prêt non plus dans ce domaine. À propos d'éducation, moi je crois qu'il y a l'éducation dans le service public, mais il y a aussi notre éducation politique. Et je crois que là on a beaucoup de lacunes à combler. Ça fait des décennies maintenant qu'il faudrait rattraper le temps perdu. Est-ce que ça va venir? Est-ce qu'un jour ou l'autre, Paris dira il faut y aller à fond maintenant et puis il faut travailler? Aucun dossier ne peut être réglé sans beaucoup de travail. J'espère voir ça avant de quitter le terrain. Je ne sais pas. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu dans ce domaine en le réclamant, en le revendiquant, en appelant au secours sans que ça ne donne jamais rien. Je sais que d'autres camarades ont essayé de le faire, sans donner non plus de résultats. Pourquoi? Je pense justement parce qu'on était théoriquement paralysé. Ce n'est pas le hasard, on ne savait plus quoi dire, de manière claire. Tant qu'on a su, avec plein d'erreurs d'ailleurs, ce qu'il fallait dire, on l'a dit. Et quand on a perdu pied, on n'a plus osé dire quoi que ce soit. Les écoles du parti d'il y a 30 ou 40 ans, elles étaient noir sur blanc. Une fois qu'on n'a plus pu être comme ça, on n'a plus été rien du tout. Et le risque, c'est une social-démocratisation globale. Parce que c'est la réaction naturelle d'être réformiste, de ressembler à la gauche habituelle, la gauche traditionnelle. Et c'est évidemment la plus triste mort qu'on puisse imaginer. Ce Hollande disait serait la pire des morts. Me semble-t-il. D'autres questions? Hervé, Christophe, Jean ou Lydia? Tout le monde. Pas de questions? En avant pour la 6e République. Alors écoutez, s'il n'y a plus de questions, que je vous dise que la semaine prochaine, nous aurons la 6e conférence de Daniel Amedro et Hugues Liez. Le Daniel Amedro qui s'exprime, c'est moi en l'occurrence, en ce moment. Donc, qui sera une conférence prévue pour être une conférence conclusive de l'ensemble du séminaire, mais qui néanmoins ne le sera pas parce que, vous le savez, 2 conférences ont dû être programmées et elles vont devoir être programmées, mais on ne sait pas encore quand. Il s'agit de la conférence de Dominique Bendo-Choukou sur la question de la démocratie réelle et de la conférence de Maria Donzelli sur la question de la démocratie en Italie. Donc ces 2 conférences seront reprogrammées, peut-être, nous l'espérons, au mois de mars. Néanmoins, nous allons
vous proposer le 9, la semaine prochaine, mercredi prochain, nous allons vous proposer la conférence conclusive sans attendre et donc par les mêmes voies et moyens, c'est-à-dire la plateforme Zoom. Merci de votre attention. On va diffuser l'enregistrement de la conférence. Et bien sûr, Jean-Pierre Crémieux me signale que, comme d'habitude, vous aurez à disposition sur le site des Amis de la Liberté à la fois l'enregistrement de la vidéo et la trace écrite de ce qu'a dit Robert. Merci. Merci et bonne soirée à tout le monde.